Salut les amis, nous sommes là pour débattre et discuter de la fin de saison périlleuse des Boston Celtics, grand favori de la conférence Est, et malheureusement déjà sorti après 7 matchs face à Philadelphie et le retour de Joel Embiid en forme. Erwan, on fait le bilan calmement bien sûr des Celtics, parce que bah oui, le retour de Jason Tatum nous avait permis à tous, les observateurs et les fans des Celtics, d'imaginer que cette équipe puisse retourner en finale NBA. Que nenni! Ah bah c'est sûr que de passer de grand favori pour aller en finale et sortir de l'Est et se retrouver à se faire sortir au premier tour après un match 7 à domicile et lâcher 3 matchs à domicile sur une série, on était loin du compte. Mais encore une fois, ces playoffs nous font passer pour des très mauvais experts NBA. Non, on a du mal à voir ce qui va se passer. En même temps, nous ne sommes pas dans le futur. Non, on est meilleur dans l'analyse des matchs. Tant mieux, mais oui, ça reste quand même une surprise. La série au global, le match 7, certains choix qui ont été faits. Et puis voilà, donc, mais de toute façon, Jason Tatum qui revient mais qui vraiment ne joue plus. Et puis finalement, je trouve qu'ils ont été beaucoup trop inconstants sur cette série-là, avec l'avantage du terrain pour espérer gagner. Et il faut aussi dire qu'ils sont tombés face à une très très belle équipe de Philly. On parlait souvent de Philadelphie comme l'équipe qui a les plus grandes chances d'avoir un potentiel max énorme et d'avoir peut-être, avec les absences, les méformes et autres, un seuil négatif, un seuil bas plutôt, très très bas. Bon, ils nous ont fait mentir, à part Thomas Larocque. Encore une fois, on doit toujours dire que Thomas a vu la qualification des Sixers. Ils imaginent même aller en finale de conf. Ça, on aura le temps d'en discuter avant qu'ils passent New York. Bon, revenons sur Boston du coup, avec beaucoup de choses à raconter. Vous vous souvenez de l'attaque de départ en ce début de saison? Est-ce que les Celtics vont tanker? Ils n'ont absolument pas tanké. Joe Mazzulla fait partie des meilleurs coachs de NBA actuellement. Il n'y a rien à dire. L'invention de mecs, il y a des gars qu'on connaissait même pas, ou alors que des noms tout en bas d'une feuille PDF et qui ont fait des saisons exceptionnelles. Tout ça pour en arriver là. Et en fait, il y a un peu de tout ça pour ça. Moi, que je ressens énormément, parce que l'absence de Jason Tatum sur le match 7, parce que les choix sur le match 7 de Joe Mazzulla avec ce 5 majeur, on y reviendra, qui est terrible, avec Jaylen Brown qui se plaint des arbitres. En fait, tout est parti un peu à volo, alors qu'on imaginait que l'institution Celtics, cette équipe, ce coach, était capable d'affronter toutes les péripéties possibles. Ouais, bah tu t'as très bien tout résumé. C'est en fait cette défaite-là, les déclarations d'après, le constat de se dire c'est mort pour les Celtics alors que moi je les avais mis en finale NBA. En fait, c'est très dur de trouver une analyse. Alors la première chose, c'est comme la saison dernière, Jason Tatum n'a pas fini les playoffs et ça a coûté certainement une potentielle qualif à son équipe. Ça, c'est quand même problématique. Lui, où on a pris du temps pour le faire revenir, on nous a dit s'il revient, c'est qu'il est en forme, qu'il est en pleine forme, et il nous a montré qu'il était revenu quasi à 100%. Donc ça, c'est assez faux. Après, encore une fois, pour moi, le match-up, c'est le pire match-up pour eux. Quand je dis le match-up, c'est, on l'a vu sur les 3 premiers matchs, ils perdent le deuxième à domicile, ok, Philly fait un super match, ils vont mettre une branlée au match 3 à Philly. Le problème, c'est que quand Joel Embiid revient, c'est pour eux le pire truc. Alors, pendant longtemps, ils l'ont éteint, Joel Embiid, mais ils n'ont plus alors Ford. Et en fait, avoir un pivot comme ça, dominant, ils n'ont personne pour défendre sur lui. On va donner beaucoup de crédit quand même à Nemas Queta qui bagarre sur lui, mais il prend beaucoup de fautes. Et derrière, ils ont Luka Garza et Vucevic qui sont 2 piètres défenseurs. Donc en fait, ça a été un vrai casse-tête pour Joe Mazzulla, et je pense qu'il s'y est perdu à force de vouloir inventer des choses autour de Joel Embiid, à tel point qu'il a même envoyé son meilleur joueur, Jaylen Brown, défendre sur Embiid, et en plus derrière il devait mettre 30 points. Donc je pense qu'ils se sont un petit peu perdus, mais quelque part aussi je pense qu'ils rencontrent la pire équipe pour eux au premier tour. Alors, est-ce que tu dis qu'ils se sont perdus, c'est intéressant. Est-ce que tu crois que c'est une véritable erreur? Tu vois, ça arrive de se tromper, tous les coachs se trompent, toutes les équipes peuvent se tromper, ou est-ce que c'est un excès de confiance? Je dis ça parce que on a vu le premier match de New York, on voit Joel Embiid être pris à 2, des défenses collectives. Joe Mazzulla a fait le choix assez clair de dire on va être assez fort pour tenir entre guillemets Joel Embiid. Et ça a surpris tout le monde. C'est très tenir bizarre. En 1-1, évidemment, tenir en 1-1. Le point faible de cette équipe-là, et c'est ce qui leur coûte la qualif face à Philly, c'est le poste 5. Clairement, et encore une fois, on adore Nemas Queta, mais c'est le poste 5. Et quand en face, t'as l'un des meilleurs 5 de la ligue, au niveau où il joue en tout cas en play-off, t'es obligé d'aller doubler. En fait, toi, c'est ton point faible, c'est leur grand point fort. Mais tu vas pas laisser un point faible et un point faible et un point fort s'opposer. On sait très bien qui c'est qui va gagner. J'ai l'impression. Et je trouve que ça, pour le coup, ça a manqué un petit peu de se creuser les ménages autour de Joel Embiid. Et puis ils ont eu le temps. Il est quand même revenu au match 4, match 5, match 6, match 7. Et bon, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut que tu sois éliminé. En tout cas, ça tombe bien, t'es éliminé. Donc oui, je trouve qu'autour de Joel Embiid, ça n'a pas tactiquement été très bon. Est-ce que c'est de
de la suffisance. J'ai quand même beaucoup de mal à y croire quand j'entends ce mec-là, quand je le vois coacher, quand je vois comment il est arrivé sur un banc NBA. Je vois quand même un mec plutôt proche du texte, qui aime le jeu, qui respecte le jeu. Donc je vois pas de la suffisance. Par contre, je vois effectivement un choix qu'il a payé très cher et un mauvais choix. Il y a un truc quand même, quand on reste un peu sur le jeu et sur les différents choix, Joe Mazzulla a un système qui a fait ses preuves, en 2024 ils sont champions NBA, qui est ultra basé sur le tir à 3 points et la réussite à 3 points. Il y a un truc qui nous a tous sauté la gueule, on va redire après tous les facts historiques, mais quand tu mènes 3-1 dans une série, normalement, quand t'es Celtics, enfin je dis normalement, logiquement, tu passes à chaque fois. 28-0. 28-0 jusque-là. Alors encore plus contre Philly, parce qu'en plus vous savez qu'ils sont rencontrés de nombreuses fois et que les Celtics s'en sortent pratiquement tout le temps. Quand t'as un jeu basé sur le tir à 3 points, autant que ça, et que tu tires sur la série à 33% avec des quatrièmes cartons où tes stars sont même pas capables de mettre un panier, t'es aussi en droit de te poser la question de ok, on comprend le système, il a fait foi, mais est-ce que dans des moments importants comme ça, t'as pas aussi le droit d'être intelligent, un peu plus intelligent pour, alors peut-être pas changer le style de l'équipe, mais en tout cas faire des petits ajustements qui vont te permettre de gagner ce petit match qui va te faire passer en demi-finale de conf. Eh ouais, mais c'est là où c'est intéressant et peut-être qu'il va falloir réfléchir cet été côté côté Boston, pardon. C'est quoi le plan B? Pour moi, ils ont pas le plan B. Ils ont que des joueurs derrière pour jouer comme ça. Donc en fait, tu vas faire quoi? Avec qui? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? On va mettre la balle intérieure. Encore une fois, je le dis parce que c'est réel. Nemasqueta, bravo. Mais genre. Non, mais c'est un pick and dive. On va pas lui demander plus. Merci. Donc, il régale en plus. Il a progressé tout au long de la saison. On adore. Bravo. Quelle main, quel capable. Mais 3 points. Pritchard, on adore. Super. Mec qui met des tirs extérieurs. Donc avec qui et comment tu peux changer cette philosophie-là? Normalement, avec Jaylen Brown et Jason Tatum, ça suffit. T'as 2 ball handlers de haut niveau, 2 gars qui sont très forts en contrat, et un Tatum qui a, c'est un retour de blessure, mais en tout cas qui a montré dans les grandes jeux de playoff que son playmaking suffisait. Bon, il y avait Drew Holiday aussi à côté, et un Derrick White qu'on n'a pas forcément retrouvé tout le temps. Et c'est intéressant que tu parles de Derrick White, qui est lui aussi quand même beaucoup dans le tir extérieur, qui fait un super match 7, mais le problème c'est qu'avant le match 7, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est dramatique. Il est en dessous de tout par rapport à ce qu'on a pu connaître. Ça les plombe aussi. Et donc, en fait, quand tu as le problème de ce système-là, quand ça marche, c'est magnifique, bravo. Et c'est vrai qu'on les avait vus avoir des trous, mais chaque fois, ils retrouvaient de l'adresse. Là, ils ont eu une vraie panne d'adresse, une vraie panne aussi de certains joueurs. Eh ben là, mon gars, quand il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Et même, mine de rien, Brown, qui aime bien shooter à 3 points, beaucoup trop à mon goût, mais qui peut aussi driver, qui est l'un des seuls qui essaie d'aller provoquer. Mais en fait, même lui, on ne va pas le chercher assez sur du post-up. Il y a peu d'alternance. En fait, c'est une philosophie complètement extrême et qui, finalement, leur retombe dans la gueule. Alors, il y a... dans les grands choix de Joe Mazzulla, le choix du 5 majeur du Game 7, qui est pour moi l'une des dingueries les plus incroyables que j'ai vues ces dernières années. On peut débattre et trouver d'autres dingueries comme ça qu'on a vues. C'est du niveau du 3-5-2 de Laurent Blanc. C'est-à-dire que, ok, Jason Tatum malheureusement ne peut pas jouer le match 7, c'est encore flou aujourd'hui. On va rester ça comme ça. Mais alors se présenter pour un match 7 où t'as un momentum terrible avec 2 défaites face à Philadelphie, tu viens avec Jaylen Brown, ok, Derrick White, y a pas de souci, Ron Harper Jr. 4 minutes dans le match, Luka Garza et Baylor Sherman. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, je ne l'explique pas ce truc. Je pense qu'il s'est vu plus beau un petit peu que la réalité. Et donc c'est la suffisance. Bon, tu vois, on y revient, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure. C'est la suffisance, c'est quoi 5, regarde. Et on les a mis en plus, Baylor Sherman, c'est un des coups de cœur de la saison. Oui, mais encore une fois, une invention de joueur en sortie de banc qui va te donner 10, 12, 15 bonnes minutes et le foot titulaire dans un match 7. Et tu sais, pendant les commentaires, les mecs qui commentaient, ils disaient, attends, au match 7, on n'est pas là pour inventer une vie. Merci. En face, Nick Nurse, il joue à 7. Oui. Il joue à 7, il y a encore 7, le 7e, il joue à peine 10 minutes, même pas. Il joue à 6. En face, toi, t'arrives et tu vas tenter des trucs. Et encore une fois, donc tu vas mettre Luka Garza titulaire sur un match 7. Alors, on l'aime bien, Luka Garza, mais il a rien à faire sur le terrain alors, dans le 5. Alors, t'as Vucevic. Oui, alors, il le punit certainement de sa prestation terrible. Et l'histoire, de toute façon, de Nikola Vucevic en play-off, elle est terrible. C'est pas un rendez-vous manqué, là. Oh la vache. En fait, le schéma se répète. Bon, il n'empêche que Vucevic, en plus, dans ta philosophie de pouvoir mettre des tirs à 3 points, il est quand même 1000 fois plus fiable que Luka Garza. Il peut au moins te mettre des paniers. Alors, les deux, défensivement, c'est des plots. Mais au moins, il y a un bien meilleur basketteur qu'un autre. Et là-dessus, je pense que de punir Nikola Vucevic à ce moment-là de la série, je trouve ça osé pour envoyer Luka Garza qui n'a aucune référence en play-off, mais zéro.
Quelques différences dans le basket en général. déjà. Hein. Et pour le coup, il le paye cher parce que Philly, qui est déjà arrivé avec des super bonnes intentions, fait un énorme début de match parce qu'il voit le 5, il se dit vous êtes sérieux? Sherman, on voit bien que c'est beaucoup trop pour lui. Ron Harper Jr., à part le match contre son frère où il est bon cette année, on l'a très peu vu. Les mecs, ils se retrouvent titulaires dans un match 7 avec toute la pression du TD Garden. En fait, ils prennent un éclat de 10 points, alors ils vont recoller. Mais Philly, ça y est, et eux, ils sont rentrés dans leur match. Bon, en tout cas, ça a été un match 7, j'imagine, très difficile à suivre pour les fans des Celtics. Et même on disait oui, ça a été un bon match 7 et tout ça, parce que les deux autres de la conférence Est étaient vraiment en dessous. Moi, j'étais quand même ultra frustré parce que je voyais bien que l'équipe des Celtics ne jouait pas à son niveau. Voilà, il a manqué un truc. Parfois, souvent on dit Jason Tatum, il jouait bien. Mais ouais, il y a eu des matchs où ils ont bien joué au basket, donc il y a eu tellement de mauvais choix. Et puis de toute façon, le shoot à 3 points à outrance, quand ça tombe pas dedans, ça, franchement, c'est dur à supporter. Et là, je fais pas mon vieux con. Je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui disent que c'est relou le tir à 3 points. Là, quand ça marche pas, c'est vrai que c'est dur. Moi, vraiment, ça m'a coûté très cher de regarder ce match. Hein. En fait, heureusement qu'il y avait Philly qui est venu faire son match. En fait, c'est mourir avec ses idées, quoi. C'est mourir, aller jusqu'au bout des choses. Et je trouve que quand t'es Boston, quand t'as le matos que t'as, quand tes deux meilleurs joueurs, c'est Jason Tatum et Jaylen Brown, t'as certainement le droit à un moment donné d'avoir autre chose. Je trouve qu'il y a très peu de mid-range. Alors encore une fois, Pritchard, ce qu'il fait, c'est exceptionnel, mais la philosophie globale, pour moi, elle est trop unidimensionnelle. C'est-à-dire qu'il faut shooter à 3 points, à 3 points, à 3 points, à 3 points. Et c'est quelque part, c'est jouer au poker. Mais au poker, tu perds plus que ce que tu gagnes. 13-49 sur le match 7. Hein. 13-49. Terrible. Bon, revenons un petit peu sur les autres affaires qui entourent tout ça. Vous savez qu'ils ont une grosse masse salariale, que l'année dernière, avec le changement de propriétaire, les Celtics ont fait le choix de dégraisser un petit peu les départs de Porzingis et de Drew Holiday, ce qui était, on va dire, logique. Ça leur a permis quand même de faire une très bonne saison, il n'y a rien à dire. Jaylen Tatum est revenu, je parlais du flou. Franchement, on n'a pas d'explication sur pourquoi il n'a pas joué le match 7, hein, vraiment. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas d'explication, on est 2 jours après. C'est bizarre. Hein. Ouais, on est quelques jours après, il n'y a pas d'explication. Voilà. Jaylen Brown fait une saison de MVP, sans aucun doute. Il a pris la mesure de ce rôle et on a tous été bluffés par ce qu'il a été capable de faire. Le problème, c'est que dans cette série, lui aussi, il passe au travers dans les moments importants. Il y a des money time, bien sûr. Il y a une attitude aussi. Et puis, il y a ce combat avec les arbitres. 10 fautes offensives subies ou provoquées, je sais pas, par Jaylen Brown. Ça, c'est pas les stats de superstar. Alors, bien sûr, il a toujours son raffut. Il adore faire des raffus. Après, il se plaint que les autres, on leur siffle pas les raffus. Ouais, enfin, en même temps, parfois, c'est un peu grossier, Jaylen. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi ce que t'en penses de cette. Je vous prendrai après la déclaration, mais dis-moi un peu ce que t'en penses, ton vécu là par rapport à Jaylen Brown et par sa quête d'arbitrage. Là, c'est un peu chelou. Ouais, mais c'est pas que l'arbitre, il est tout le temps. Alors, des fois, pour des raisons extra-basket, et là-dessus, il est plus toujours très bon pour s'exprimer, pour dénoncer des choses. Mais par contre, je trouve que là, il est un petit peu. Il veut toujours défendre la veuve et l'orphelin. C'est toujours un petit peu contre lui, parce que si, parce qu'il est ça, parce qu'il lui s'exprime bien, parce que. Ouais, mais gros, au bout d'un moment, je trouve qu'il veut un peu prendre un rôle qui est trop grand pour lui, qui est trop grand pour n'importe quel joueur de basket. Là, s'en prendre clairement aux arbitres, moi je trouve aussi qu'il surjoue par moment. Alors sur le match, il a été obligé de surjouer. Après, c'est pas un mec qui s'échappe, hein. Quand il défend sur un beat, qui se parle, qui lui dit vas-y, joue contre moi. On aime aussi l'attitude, on aime le personnage. Attention de ne pas te perdre non plus dans moi contre le reste du monde. Et pour le coup, tu me connais bien, je sais très bien de quoi je parle là-dessus, même si j'ai jamais fait ce que Jaylen Brown a fait, loin de là. Mais ce truc de moi contre le reste du monde, ça peut te donner des ailes, ça peut te donner une confiance en toi incroyable, mais la réalité pas avec tes coéquipiers et les arbitres, en fait, ça veut dire que tu es seul dans ton monde. Et par moments, je trouve que Jaylen Brown est seul dans son monde un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas content. Regardez la déclaration qu'il a faite juste après le match, parce que Jaylen Brown, à l'image d'autres joueurs, s'est connecté directement sur Twitch et a donc parlé du match. Donc en vrai, c'est intéressant. Tout le monde le fait, mais si c'est moi, c'est faute offensive. Peut-être parce que j'ai mis en colère les arbitres. Je les critique, je fais des remarques, donc ils me le font payer en play-off. J'ai parlé à des arbitres qui me l'ont confirmé. C'était une stratégie. Il y a des arbitres qui mériteraient de faire l'objet d'une enquête. Il y a un truc qu'il faut dire, c'est que faut parler de la relation avec les arbitres. À peu importe le niveau, la relation avec les arbitres, c'est un peu de politique. C'est être un peu malin. C'est être un peu leur mettre une tape sur la fin en disant, si au bout d'un moment, tu es ouvertement en guerre avec les arbitres, Ils vont te le faire payer. Ils vont te le faire payer. C'est humain, non? Mais moi, quand je vois Mike James, par exemple, en Pro A, Mike James, au bout d'un moment, quand les arbitres, moi je parle avec lui, il me dit il veut nous faire chier, mais on va le faire chier. Alors, ça veut pas dire que tu vas tricher, mais au bout d'un moment, on sait très bien où tu laisses jouer, où tu laisses moins jouer. Il y a toujours un truc de feeling quand tu siffles. Et si le mec, il est tout le temps sur tes côtes et qui te fait comprendre que t'es un moins que rien, qui te regarde avec du dédain, tu vas pas dire oh là là, je vais tout lui donner. Non, ça marche pas comme ça. Donc, il peut dire ce qu'il veut, il fait des accusations carrément très grave en disant il y a des arbitres qui méritent de faire l'objet d'une investigation.
Non, évidemment, sois peut-être meilleur dans ta relation avec les arbitres. C'est important. Il y a des joueurs qui sont très bons là-dedans, qui savent le faire. Bien sûr, mais c'est important que tu dis ça parce que tout le monde apprend, je pense, au fur et à mesure dans sa vie, dans sa carrière. Il y a une réalité, c'est que lorsque vous vous embrouillez avec un arbitre, vous dépassez un peu les bornes, même allez, plus que l'embrouille, vous dépassez les bornes, que vous allez dans le vestiaire, que vous mettez un tweet dans la foulée, donc je pense à Mike James, tous les arbitres sont au courant et il n'y a aucun arbitre qui va dire « Ouais, Mike avait raison de faire ça ». Bah non, en plus, tu as tendance à protéger, alors c'est parfois des concurrents, c'est parfois des potes entre eux, les arbitres, il n'empêche que tu protèges la profession, c'est normal, nous on va faire la même chose entre nous. Enfin, je veux dire, il y a un mec qui défonce Erwan, qui dit c'est une merde, je vais pas me dire « Ouais, il a raison le gars ». Bah non, je vais faire... Je vois ce que tu veux dire. C'est logique, donc tu parles de politique, je trouve que même le mot politique est un peu fort. À un moment donné, ça reste des êtres humains, ils sont sur le terrain avec toi. On rappelle quand même, ils sont censés être impartiaux. Donc si à un moment donné il y a un arbitre sans idée de tricher ou de truquer un match, si l'arbitre ne devient plus partial, pas à cause de ton comportement, en gros c'est ta faute. Mais vraiment faut dire la vérité, c'est ta faute. Allez, je vous invite à aller revoir l'interview qu'on avait fait avec Johan Rosso l'année dernière, qui nous parle du ressenti aussi des arbitres. Quoi. Eux ils vivent leur match aussi. Ça va à 2000 à l'heure, t'as un sifflet dans la bouche, et une fois que t'as sifflé, tu peux plus revenir en arrière. Mais bon, là, on. Ouais, à partir du moment où Jaylen Brown va sur ce sujet-là, il s'est déjà trompé. En fait, c'est aussi ça la réalité. Tu te fais sortir au Game 7, tu menais 3-1, t'es les Boston Celtics, t'es Jaylen Brown, tu fais ça, tu dis ça après, là, franchement. Moi, je pense qu'au lieu de se mettre sur Twitch, il aurait mieux fait de se faire le film du match 7 et de voir qu'il perd et c'est pas à cause des arbitres. Ah bah tiens, regarde, on regarde une petite. On était beau gosse, c'était quand? C'était l'été dernier. Je suis plus beau gosse. Non, t'es toujours beau gosse. Oh oui, Johan est toujours costaud, saignant. On l'embrasse bien sûr, Johan Rosso. On va essayer de faire un autre arbitre cette année. Ouais, avec plaisir. Et dans Offense FC, on aimerait bien faire un arbitre peut-être de foot parce que c'est encore un autre délire. Mais alors l'arbitre de foot, bon, disons que au vu de ce qu'il reçoit comme insulte, bon, sa mère doit faire un travail terrible. Hein, parce que si c'est vrai, en tout cas, avec des prix très abordables. Oh la vache, violence. Bon, mais en tout cas, voilà, les arbitres, on adore leur donner le micro parce que c'est passionnant à suivre. Revenons au Celtics et donc à Jaylen Brown. En fait, la sortie de route, elle est comme pour Joe Mazzulla. On a dit que des trucs magnifiques et positifs. Cette fin de série, là, les 3 défaites d'affilée et le match 7 à domicile en tant que Celtics, eh ben moi, je suis prêt à leur tirer dessus pour ça, quoi. Mais c'est pas juste grâce à Embiid. Mais mine de rien, on peut faire un constat, et c'est la première fois depuis très longtemps que ça arrive autour des Celtics, de se dire, bon, ben, le constat depuis 2 ans, il est pas bon. Il est pas bon, tu te fais sortir en demi-finale de conf. Oui, Jason Tatum se blesse, tu perdais quand même 2-0 avec 2 matchs perdus à domicile face aux Knicks. Tu sors en demi-finale de conf. Là, tu sors au premier tour alors qu'avec l'avantage du terrain et que t'es deuxième de conférence Est. Bon, il y a quand même manière de dire, est-ce qu'on peut pas repenser certaines choses? Je te dis pas d'envoyer une bombe en plein milieu parce que de toute façon, tes 2 superstars, ils ont un contrat max, ils sont encore jeunes. Donc, il n'y a pas lieu de tout changer. En tout cas, il y a le droit d'avoir des réflexions. Et après aussi, pour la première fois de leur histoire, les Celtics sont dans une phase où les propriétaires ont dit on ne déborde pas d'ambition, nous on veut surtout dégraisser la masse salariale et ne plus payer de luxury tax. Donc est-ce que dans ce contexte-là, les Celtics veulent retrouver vraiment le très haut de la NBA? C'est en tout cas une question. Bon, tu peux les deux, en vrai les deux sont compatibles, parce qu'ils ont déjà les joueurs. Mais moi je veux voir en tout cas les choix qui vont être faits cet été. Il leur faut clairement un secteur intérieur ou plus fourni ou avec un peu plus de talent, voire les deux. Mais je suis très curieux de voir les ajustements qu'ils vont faire cet été. On regarde vite fait les contrats, je vais vous les dire en même temps pour la famille qui est en podcast. Donc Jason Tatum est à 54 millions de dollars cette saison. L'année prochaine, il passe à 58, 62, 67 et 71 millions de dollars en 2029-2030. Jaylen Brown est à peu près dans les mêmes eaux. 53 cette année, 57 l'année prochaine, 61 l'année d'après, 64 l'année d'après. Vous vous souvenez, ils avaient battu des records avec leur méga signature à plus de 300 millions de dollars. Derek White, 31 ans, ça c'est intéressant, Erwan. 28 millions de dollars cette année, 30, 32 et 34. Il a pas eu le droit de demander un mec à 30 millions de dollars, alors que Derek White est peut-être le meilleur lieutenant de toute la NBA. Sam Hauser, on descend un peu en gamme bien sûr. Vous avez vu qu'il y avait un gros différentiel, 10 millions et 12 millions en 2028-2024. Nikola Vucevic, il est pas dans le tableau, c'est normal, il est en fin de contrat, c'est un expirant là, 21 millions de dollars. Ils vont pas le garder. Ils vont surtout, on parlait de dégraisser, il est là le dégraissement, 21 millions de dollars. Sinon le reste, c'est Peyton Pritchard qui a finalement un petit contrat, et ensuite c'est que des contrats rookies ou des contrats minimum avec Hugo Gonzalez qu'on a vu un petit peu l'Espagnol cette saison avec le maillot vert. Même en playoff, il est rentré. Oui, il est rentré. De la défense. Il est rentré. Mais pas un tir. Voilà. Bon. Nemas Keita, j'espère qu'ils vont avoir la bonne idée de le prolonger quand même parce qu'il a de l'argent à prendre. Jordan Walsh aussi est un gars dans l'effectif. Sherman aussi est dans cette affaire-là. En fait, on voit bien le problème de l'effectif. Vous avez 3 joueurs énormes et puis derrière, il y a quand même un écart de ouf. Ça donne du crédit à la saison qu'ils ont fait, mais d'un autre côté, si vous voulez retourner en finale NBA, il va falloir peut-être construire différemment. Depuis quand Boston, on va donner du crédit par rapport à la saison qu'ils font sur la saison régulière? Bien sûr. C'est les Celtics. On n'est pas en train de juger Orlando. Non, bien sûr, mais bon, quand l'un de tes 2 meilleurs joueurs revient
reviens dans ton Achille. Voilà, moi je dis juste que la sortie de route est mauvaise et on est là, on est très dur avec eux. Mais il y a aussi une réalité de la big picture. L'année prochaine, tu fais des ajustements. Jason Tatum revient à peu près à son niveau normal et ils vont truster les premières places. On a quand même vu que cette défaite face à Philly, elle a mis en lumière des points faibles importants. Donc j'espère qu'ils vont quand même à un moment donné se rectifier. Ce qu'ils ont fait quand ils sont champions, même quand ils vont en finale, cette espèce de tir à 3 points outrance où tout tombe dedans, super. Mais en fait, je suis plus sûr que ça soit adapté aujourd'hui avec cet effectif-là. Donc, il faut peut-être trouver une autre forme de jeu ou en tout cas un peu plus d'alternance. Ils vont pas. Alors, plus d'alternance, oui, mais je pense plus d'alternance. Oui, parce que la forme de jeu, ils vont la garder. Ça a fait ses preuves. Et puis, de toute façon, quand il y a personne à qui donner la balle à l'intérieur, tu vas tirer à 3 points un peu naturellement, surtout quand ça marche. Mais l'alternance, c'est toujours rajouter, tu sais, un petit cube sur une construction déjà solide. Et ben voilà, c'est alternance. Jalen Brown là, Jason Tatum qui revient à 100% et qui est capable, pour le coup, d'être un playmaker de haut niveau. Voilà. En tout cas, dans l'effectif, il y a des choses à revoir. Sinon, tout le reste, tout va bien en fait. Non, mais après, c'est une franchise saine, il n'y a pas de souci. C'est Brad Stevens qui manage tout ça. Executive of the Year, encore une fois. Ils ont un coach qui est jeune, qui est un bon coach, déjà champion NBA. Ils ont 2 superstars, Jalen Brown et Jason Tatum, sur lesquels tu peux construire. Boston, ça reste une franchise qui attire des gens. Je ne suis pas inquiet pour eux. Il n'empêche qu'on était habitué à les voir à minima en finale de conf. Ça fait 2 ans que c'est demi-finale de conf. Et là, c'est un premier tour. C'est pas beau. Est-ce que Derrick White, tu essaies d'en faire quelque chose ? C'est dur, je pose la question. D'en faire une monnaie d'échange. Pour moi, il est tellement lié à ces deux-là, c'est tellement le lien entre les deux sur son adresse, sur la culture, puis défensivement, c'est très fort. Ce fait qu'il n'ait pas de meneur pur, entre guillemets, je trouve que lui qu'on pense beaucoup de choses là-dessus. Il s'est troué sur son premier tour de playoff là. Maintenant, il a quand même un crédit. Je pense qu'il mérite au moins, à minima, une deuxième saison. Ouais, mais ça peut être aussi à monnaie d'échange pour renforcer ailleurs. Parce qu'il y a un truc qu'on ne dit pas sur Derrick White et qui a été excellent depuis qu'il est arrivé. Excellent. Il a d'abord joué avec Marcus Smart. Il a ensuite joué avec Jrue Holiday, qui sont des meneurs de jeu. Des styles différents, mais des meneurs de jeu, des énormes défenseurs. Donc ça faisait des bacs courtes, mine de rien, où t'étais Garut, sans aucun doute. Là, aujourd'hui, et ils aimaient bien jouer en plus avec Tatum en 4, donc ça vous donnait une line-up et un seul pivot. Franchement, très intéressant. Le problème, c'est que là, le meneur de jeu à côté de Derrick White, il n'existe plus. Donc c'est peut-être à lui... en tant que 6e homme, Pritchard, mais c'est peut-être à lui d'accepter quelque part, de grandir. Je sais pas si c'est bon mot de dire grandir, tant il est fort, mais tu vois, on parlait de lui l'année dernière, cette année d'ailleurs All-Star Game, mais je veux dire, je trouve que la perception qu'on a de Derrick White, elle est phénoménale parce qu'il a du crédit énorme, mais si tu dois te renforcer, aller chercher un poste 4, jouer un peu plus normalement, peut-être Brown, Tatum sur les ailes, un vrai meneur de jeu et un 4-5, tu vois, ça peut être une possibilité par exemple. Une possibilité. On va voir dans les réflexions, cet été, mais j'imagine que Brad Stevens, comme nous, il a vu les matchs. Ouais. Il s'est dit. Ils ont rien d'autre à échanger. Hein. Ils ont rien d'autre là. T'as vu hein. Ils ont rien d'autre. Donc. À voir. À réfléchir. Voilà. Si vous êtes fan des Celtics, dites-nous un petit peu ce que vous avez pensé de cette fin de série. Et surtout, c'est quoi la suite ? J'ai envie de savoir quelle sera la suite. Il y aura bientôt la loterie, donc il y aura plein de choses à raconter. On verra qui sera en bonne position de drafter, pourquoi pas. Regardez, et J.D. Bonsa, qui devrait être numéro 1 de draft finalement, avec tout ce qu'on a dit de Darren Peterson. Apparemment, ce qu'on a appris sur Darren Peterson dans les entretiens. Je sais pas à quoi se jouent ces mecs. Comment ils sont Mais mens, frère, mens. Comment ils sont entourés surtout. Je sais pas. En tout cas, si AJ est numéro 1 draft, on sera très content. Vous avez vu la signée avec Nike, on a vu son beau logo, on a vu Anissé. Anissé, que tu es beau. Beau gosse, star. Envoie le carton Nike. Allez, on vous souhaite un bon week-end et puis surtout des super nuits de playoff. La NBA, c'est quand même super cool. Merci Erwan. Merci à Yanis qui était à la réalisation. Merci à tout First Team qui a régalé une nouvelle fois. On se retrouve lundi, bien sûr, pour le Big Monday comme d'hab.